Combo gagnant. La pause RH qui inspire. Combo, c'est la solution RH pensée par et pour les équipes terrain. Avec ce podcast, on donne la parole à des professionnels qui bousculent le secteur de l'hôtellerie-restauration et créent des environnements de travail attractifs et performants. Bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'accueille Anthony, qui est le fondateur et le gérant du restaurant Super Gros, qui est situé sur l'île de Groix. Il est également chroniqueur pour l'émission Très Très Bon. Merci beaucoup Anthony de participer à ce podcast. Je vais vous poser une petite question pour démarrer. C'est quoi votre combo gagnant au travail ? Je dirais la passion. Enfin la passion. Tout de suite, dès que j'exagère, on commence très fort. L'envie, très important. Et je dirais le vivant, c'est-à-dire le respect du vivant. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique la qualité des produits, bien évidemment, la qualité des vins et la relation qu'il peut y avoir aussi avec le personnel, que ce soit une relation vivante et pas terne, que ce soit pas seulement le patron et l'employé, qu'il y ait un échange et qu'il y ait une relation vivante qui s'installe. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre parcours ? Alors, un parcours un peu atypique, je dirais, parce que je ne suis pas dans la cuisine depuis le départ. J'ai fait une formation sur le tard pour avoir mon CAP, enfin en fait pas mon CAP parce que c'était à l'AFPA, une formation pour adultes, donc c'était le niveau 2 que j'ai eu en 99. Et donc après, j'ai ouvert une chambre d'hôte, table d'hôte. Et de fil en aiguille, après la table d'hôte, tiens, tu ferais pas l'anniversaire, tiens, tu ferais pas le mariage. Et donc je suis devenu un terme que je n'aime pas du tout parce que galvaudé traiteur, je préfère cuisinier ambulant. Et alors là, il y avait tout, anniversaire, mariage, baptême, enterrement, licenciement, tout ce qui est festif. Et après, les cantines de tournage de films et plein de choses, et tous les festivals, les caterings et tout ça. Et est-ce que vous avez toujours cuisiné ? C'est une passion, je le porte sur moi, 130 kilos d'amour. J'ai toujours cuisiné, mais je voulais avoir, justement, avec l'AFPA, avoir les bases techniques. Est-ce que vous demandez ça aussi de la part de vos équipes, avoir tel type de formation, ou est-ce que la passion pourrait suffire ? La passion suffit. La passion, on va se calmer. Mais en tout cas, l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, merci Johnny, c'est plus l'envie. En fait, je cherche plus des profils de gens qui ont l'envie plutôt que des gens qui savent. Par exemple, là, j'ai embauché quelqu'un en CDI, le seul CDI que j'ai dans l'entreprise, puisque moi, je suis quand même un restaurant saisonnier, qui est en reconversion. Elle était dans les films d'animation et elle a envie de faire de la cuisine et donc elle a aucune formation. Et donc, je l'ai prise et voilà, et ça se passe très bien parce que elle a l'envie d'apprendre et tout, puis elle a un certain âge, un âge certain, et donc voilà, elle sait ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui est le plus dur selon vous, le changement des attentes des clients ou le changement des équipes ? En fait, on travaille quand les gens ne travaillent pas, le week-end, les fêtes, le soir, tard et tout ça. Donc maintenant, il y a une autre aspiration, et qui n'est pas plus mal, hein. Ça c'est mieux. Je pense... C'est un petit jugement que je porte qui est un peu excessif. Donc, de toute façon, d'un côté excessif qu'il y avait où les gens qui travaillaient dans la restauration étaient exploités, pas payés, à faire des heures sans heures supplémentaires et compagnie, on passe à quelque chose d'excessif dans un monde un peu compliqué. Donc, à un moment, ça veut se stabiliser, mais pour l'instant, oui, c'est un peu différent, mais il y a une façon de l'apporter, c'est-à-dire que maintenant, et je trouve ça normal, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais travaillé comme ça, que les gens qui travaillent soient payés en conséquence. Et ça, vous l'avez vécu, des expériences difficiles en restauration où vous vous êtes dit, ok, ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon prochain projet ? Pas spécialement, moi j'étais toujours indépendant, j'ai toujours fait des choses par moi-même, très rarement employé, parce que j'aimais pas ça, c'est pour mon caractère. Donc non, mais après je l'ai constaté en embauchant des gens. J'ai jamais exploité les gens. Maintenant, là, il y a même des choses très claires où tant travailler, tant payer. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre métier ? Faire la cuisine, nourrir les gens. Ça, c'est la base. Le jour où j'aurai plus ça, là, ce sera très compliqué. L'envie de nourrir les gens, de leur donner du plaisir dans une cuisine très simple. Moi, mon restaurant, je le définis comme une cantine, une bonne cantine, mais pour moi, qui n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que, d'abord, je ne m'appelle pas chef, je suis un cuisinier, je ne suis pas un chef. Les gens viennent dans mon restaurant,
je leur fais à manger, c'est pas de la bijouterie. Ça peut être des fois éclatant, des fois moins bien, mais on n'est pas là dans l'excellence qu'il peut y avoir dans certains restaurants. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous ennuyer parce que j'ai vu qu'effectivement, vous changiez votre carte très fréquemment. Alors ça, c'est pour moi une obligation. Je ne comprends pas, mais ça, c'est personnel. Une carte qui ne bouge pas, ça m'insupporte. Là, moi, les cartes changent réellement du midi au soir, selon ce qu'il y a à proposer et l'envie. Et je commande les produits, voilà, les légumes, le poisson, la viande, mais je ne sais jamais ce que je vais en faire. Voilà, on est aujourd'hui avec les envies qu'on a, le côté cuisine vivante, avec le personnel qu'on a, le temps qu'on a. Enfin, moi, j'ai pas une équipe extensible, donc il y a un certain temps. Donc, c'est sûr que quand les produits arrivent, c'est toujours plus tendu. Parce que là, il y a plein de choses à préparer. Donc, on se dit, on va faire ci, on va faire ça. Puis, en fait, non. Donc, du coup, la carte, elle change. Et puis après, les jours à venir, on a le temps de préparer. Donc, elle change encore. Mais donc, je ne fige absolument rien. Pour moi, ce serait une ellipsie. Et puis, le côté spontané, je fais une cuisine d'assemblage spontané. Et donc, ça me paraît une évidence de faire comme ça au moment et avec les produits qui sont là. Et l'envie aussi de ceux qui la font. Et justement, c'est pas trop dur à suivre ça pour votre équipe, de se dire qu'on change un peu tout du matin au soir ? Si, un peu, parce que en plus, les recettes, elles sont dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que, après, j'ai des gens qui travaillent avec moi, je dirais, qui me connaissent maintenant, et qui suivent aussi, qui voient un peu, et puis avec qui j'en parle, c'est-à-dire que je suis pas là à imposer la chose. Je dis, on a ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et hop, il y a une idée qui fuse, non, c'est un peu pas génial. Puis une autre, ah oui, ça très bien, et hop, on y va, quoi. Et donc, ça se fait assez naturellement. Après, oui, c'est toujours le début des services est toujours un peu tendu parce que on n'a pas fait les recettes, donc on règle les choses au dernier moment. Mais après, ça se fait, ça s'envoie. Et ça change même en cours. Et c'est pas grave. C'est une cuisine vivante. Il n'y a rien de précis. C'est marqué sur la carte. Il y a les éléments principaux. Mais si à la place du persil, on met de la coriandre, c'est pas très grave. Et justement, vous n'avez jamais eu envie de travailler dans un étoilé, quelque chose de, comme vous disiez, bijouterie jamais. très bien réglée, très... Non, ça c'est pas moi. C'est pas moi. J'aime y aller encore modérément. Ce que j'aime, c'est la cuisine vivante. Dans les étoilés, ça peut être aussi vivant. Enfin, je parle d'un cas qui est un peu connu chez Hugo Rollinger, qui est incroyable. Mais c'est pas ma cuisine, c'est pas ma façon d'être, et donc. Non, il faut faire la cuisine dont on a envie et elle reflète la cuisine qu'on fait, ce qu'on est. Oui, parce que j'ai lu une interview de vous où vous disiez que vous mettiez en parallèle la cuisine et qui pour vous est une sorte de culture. Exactement, enfin pour moi, d'être cuisinier, voilà, c'est de s'inspirer. Je vais énormément au restaurant. Je lis beaucoup de livres de cuisine, je lis beaucoup de revues de cuisine, je discute cuisine. Et en fait, la cuisine est un sport, c'est-à-dire que l'idée vient, voilà, parce qu'on a eu des influences, mais c'est pas grave. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je reprends des recettes de copains ou pas, des trucs qui m'inspirent, mais ça n'a, à mon avis, rien à voir avec la base de ce qu'eux, ils font. Vous donnez à 10 cuisiniers les 10 mêmes ingrédients pour faire une recette, il y aura 10 recettes différentes. Et même en disant, vous faites un bœuf bourguignon. La sensibilité, le toucher fait que ce ne sera pas la même chose. Donc, je m'inspire de, voilà, c'est pour moi, ouais, la cuisine d'un sport. Donc, moi, ce que je préfère, par exemple, c'est aller chez des copains et voilà, on a ça dans le frigo et vas-y, cuisine, quoi. Et là, justement, faut trouver. Et un coup de sauce soja, un coup de citron, de tout et n'importe quoi, mais l'équilibre toujours et la précision de la cuisson. Et aujourd'hui, comment se compose votre équipe ? Vous êtes combien de personnes à travailler ? Moi, c'est très fluctuant parce que c'est un restaurant saisonnier. Donc, par exemple, déjà, janvier, février, l'équipe se compose de 0 personne puisque je suis fermé. Et bien sûr, juillet, août, où on a ouvert 7 jours sur 7, là, il faut du monde, quoi. Mais c'est un restaurant que j'ai simplifié au niveau du personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service. C'est service au comptoir, les gens viennent, commandent, repartent avec leur boisson, paient, et on les appelle au micro, on leur donne une carte à jouer. Et les gens sont, quand ils sont chez moi, la dame de cœur, le 3 de pique, le valet de carreau,
Et on les appelle avec ça au micro en disant valet de carreau. Et ils viennent chercher leurs entrées, leurs plats. Et ça, c'était pour avoir moins de personnel ou pour créer une ambiance plus collaborative? Un peu les deux. Un peu les deux. D'abord, il est vrai, moins de personnel parce que je suis sur l'île de Groix où il y a des gros problèmes de logement. Donc déjà recruter, de trouver du monde pour le service, de les loger. Et puis j'aime bien ce côté, c'est rien de nouveau. Ce qui m'a donné l'idée, c'est Yves Cantbord avec ses avant-comptoirs ou Thierry Breton avec la Pointe du Groin. Ça existe, c'est pas une création, mais je trouve ça bien. Alors après, de le faire sur une île, bon voilà, c'est quand même des idées très urbaines. Mais donc voilà, c'est un peu plus compliqué, mais les gens s'y font. C'est-à-dire que voilà, première année, deuxième année, là je suis à ma troisième année, et ça fonctionne. Il y en a qui aiment bien, d'autres pas du tout, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, qui sont perdus. Ça fait partie du jeu, on est là aussi pour les accompagner. Mais moi, je trouve que le côté, entre guillemets, guinguette est très sympathique. Et comment vous faites alors justement pour recruter? Où est-ce que vous trouvez vos talents, les personnes avec qui vous travaillez? J'ai et là il est mort, on n'a jamais su la suite. J'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent. En fait, c'est des gens que j'ai depuis un certain temps, qui se complètent avec d'autres, et des gens qui se proposent naturellement à moi. Ça, j'ai la chance de pouvoir avoir ça. Ça se présente à moi, je les appelle, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça se fait naturellement. Mais on est relativement, pour le nombre de couverts qu'on fait, une petite équipe. Ils savent que voilà, c'est la saison, qu'ils vont travailler beaucoup, qu'ils viennent aussi pour ça, et qu'ils seront payés en conséquence. Mais donc combien de couverts vs combien au maximum d'employés vous avez en haute saison? Là, actuellement, pour faire midi et soir 300 couverts, on travaille à 6. Parce que, aussi, grâce à mon grand âge, j'ai vu beaucoup de restaurants, j'ai vu beaucoup de choses, et je me suis mis c'est un restaurant de vieux que j'ai fait. C'est-à-dire que voilà, le matos c'est simple, c'est-à-dire qu'au point chaud, il y a des tiroirs qui vont bien. Donc si la mise en place est bien faite, on sort à 2, quelqu'un au froid, quelqu'un au chaud, plus quelqu'un au passe qui envoie les plats et les entrées. On peut envoyer 300 couverts. Enfin, tout est fait pour que l'ergonomie soit au maximum. Je pense qu'elle l'est. Et donc, c'est des gens qui sont présentés à vous. Et vous cherchiez quoi en termes de profil? On parlait de cette personne en début d'interview qui n'a pas forcément la formation, mais qui a l'envie. Est-ce que vous avez une ligne un peu directrice, un trait de caractère que vous voulez retrouver chez les gens que vous employez? À part les gens qui ont envie, comme j'ai dit, et puis qui ont une appétence pour la cuisine quand même, qui sont intéressés par ça. Et aussi parce qu'il n'y a pas que la cuisine, mais aussi parce que malgré tout, il y a un peu de service. Donc, intéressé par le vin nature. J'ai 200 références de vin, 4000 bouteilles. Ce sont que des vins nature. Donc voilà, des gens qui sont intéressés par ça et qui veulent défendre ça. C'est juste ça, de sentir. Enfin, c'est une question d'énergie. Je ne vois pas prendre quelqu'un comme ça de loin sans l'avoir vu, sans l'avoir eu au téléphone, sans l'avoir vu en visio, et que ça colle. Ce qui fonctionne maintenant, c'est un esprit d'équipe. C'est-à-dire que l'équipe se tienne. Alors c'est marrant, et donc il y a des gens qui sont là depuis 3 ans, qui reviennent tous les ans, et puis des jeunes qui arrivent, mais les plus vieux, entre guillemets, forment les plus jeunes, et il y a une espèce de truc qui se fait, et c'est très familial. Parmi toutes vos expériences, est-ce que vous avez déjà fait une grosse erreur de recrutement où vous vous êtes dit j'aurais jamais dû prendre ça? La première année, je n'ai fait que ça. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avec certaines personnes, mais je me suis aveuglé. Il fallait ces gens-là. Malgré la difficulté maintenant à recruter des gens, il faut se dire que si on ne sent pas quelque chose, il faut arrêter tout de suite, parce que ça ne fonctionnera pas. Et donc là, je me voilais la face en disant bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et du coup, l'énergie n'est pas bonne, et c'est l'enfer. Personne n'est irremplaçable, et ça ne le fait pas, tant pis. J'ai la chance un peu de trouver malgré tout, à chaque fois mon équipe, ça tombe comme ça, entre guillemets, ça tombe du ciel. Et ça fonctionne. Et est-ce que c'est vous qui insufflez un bon esprit d'équipe ou est-ce que c'est l'équipe elle-même qui l'a créé? C'est les deux. Je reste le patron, donc l'équipe se construit entre guillemets contre le patron, toujours. Je mets les gens à l'aise, enfin, je veux dire qu'on ne sauve pas des vies, on est là pour essayer de faire plaisir aux gens. Après, des fois, c'est tendu parce que le service, tout le monde arrive en même temps et qu'il faut sortir beaucoup d'assiettes et que c'est compliqué, mais
faisons-le dans le plaisir et l'envie, quoi. Et autre question, pourquoi vous vous êtes mis sur l'île de Groix ? Je suis arrivé sur l'île de Groix le 17 mars 2020, donc en fait, de sombres mémoires pour le confinement. Et avant, j'étais justement à faire cuisinier ambulant, à bouger partout, et je me dis, je vais me sédentariser. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, mais enfin, en tout cas, si je me sédentarisais, c'était vraiment un endroit un peu exceptionnel, un peu différent. Et voilà, l'île de Groix, c'est quand même différent. C'est sur une île déjà, et il y a une énergie très particulière où c'est incroyable. Il y a une offre culinaire et sur le vin nature hallucinante. 2500 habitants, même un peu moins. Il y a plus de restaurants intéressants qu'au Mans, par exemple. Au Mans, c'est compliqué de trouver une bonne adresse. À l'île de Groix, vous avez pléthore à chaque niveau, quoi, à chaque brasserie, bistrot, cantine, gastro. Vous avez une offre incroyable. Et qu'est-ce qui se passe alors là-bas ? Est-ce que c'est les produits locaux ? Est-ce que c'est juste des gens qui... Juste la drogue, en fait, je pense. Juste la drogue. Non, je sais pas, il y a une énergie, un truc particulier à l'île de Groix. C'est comme ça, elle inspire ça, il y a un côté très sauvage, il y a la mer et la campagne, et ça fonctionne comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Et puis, les gens qui y sont. Il y a un championnat du monde de Godille, le bateau. Il y a un salon des vins nature. Il y a un festival de la bande dessinée. Il y a le festival international du film insulaire de Groix. Il y a beaucoup de choses, étonnamment. Et donc, et vos employés et vos clients viennent de loin, travailler chez vous et manger chez vous ? Alors, les employés de loin, ça reste breton. Et les gens, oui, parce que là, du coup, il y a le petit effet notoriété vu à la télé, où des gens font l'aller-retour pour venir manger chez moi. C'est toujours un peu excessif parce que si on n'est pas bon, ils ont fait le voyage et bah, c'était de la merde. Et donc voilà, c'est toujours un peu quand même une pression. J'imagine. Et donc on parlait de recrutement tout à l'heure, on parlait des pires anecdotes. Est-ce que vous avez une belle histoire de recrutement, un beau parcours d'une personne qui aurait évolué à vos côtés ? Bah, celui dont je parlais, Caro, et qui me dit, voilà, si tu as besoin, moi ça m'intéresse, la cuisine et tout, j'ai envie de changer, tout ça. Et donc je la prends à mi-temps au mois d'août parce qu'il y avait un besoin. Et puis je vois comment elle fonctionne. Elle y va, elle a envie, elle rechigne pas. Puis on discute. Tiens, tu viendrais pas travailler plus longuement. Et donc voilà, et elle a laissé tomber donc au mois de décembre son travail dans la production de dessins animés. Et voilà qu'elle est embauchée à Super Gros pour être cuisinière. Et elle est, les gens ils sont vite dans le bain. Tu dois sentir, tu fais. Les recettes sont établies, il y a une mise en place. C'est de l'assemblage sans le truc et la main et la justesse d'équilibre. Et voilà, si tu l'as, vas-y, il n'y a aucun problème. Donc au départ, c'est beaucoup de tension et voilà. Mais ça fonctionne, de faire confiance aux gens. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que pour 300 couverts et 6 employés, il faut que vous ayez des gens quand même qui soient hyper agiles, hyper réactifs. Mais ça se fait, c'est-à-dire que d'abord, ils ne commencent pas avec 300 couverts d'un coup. C'est-à-dire que c'est l'avantage où on commence au mois de mars, où ça commence doucement, et chacun prend ses marques, et puis les anciens apprennent aux plus jeunes. Mais au moment où il faut donner, ça donne. Mais il y a beaucoup, beaucoup de concurrence aussi, j'imagine, pour l'été, pour des restaurants saisonniers. Qu'est-ce qui donne vraiment, selon vous, envie aux gens d'embarquer dans votre concept et dans votre idée ? C'est à double tranchant, parce que moi, j'ai fait un restaurant qui me ressemble, mais qui ne ressemble pas à d'autres restaurants. La décoration qu'on dit mexicaine ou aztèque ou n'importe quoi, on s'en fout complètement. Et donc, c'est juste parce que l'envie que j'avais, c'était avec des copains qui sont scénographes et qui sont une compagnie de théâtre de rue à Nancy qui s'appelle Titanos. Et j'adore, ils ont un festival qui s'appelle Michto, où ils fabriquent tout pendant un mois et après, ils font leur festival pendant 15 jours. J'aurais dit, le jour où j'ai un restaurant, vous faites la déco du resto. Donc ils sont arrivés avec du bois brut et on ne savait même pas ce qu'on allait faire. Et on a discuté et ils ont fait petit à petit ce restaurant qui est, oui, atypique, avec un grand toboggan qui surprend, avec 2 tonnelles de toute beauté, une enseigne Super Gros avec un petit angelot. J'aurais jamais pensé qu'une petite bite allait faire autant de parler d'elle. Et donc, alors, ça me sert et ça me dessert. C'est-à-dire que les gens un peu ouverts, pas de problème, putain, c'est attrayant, on y va.
Faut pas dire putain dans un podcast. Et d'autres qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Alors, 2 choses. Le style, pas commun, qui prennent pour un fast-food, alors qui me présentent des fast-food qui ressemblent à ça. Et puis, le nom, super gros. Super gros, on va pas bien manger. On va manger fat. Il me voit 130 kilos d'amour, et l'autre, il dit, il doit foutre 2 kilos de crème et 3 kilos de beurre dans chaque plat. Et il mange, je fais une cuisine inversement proportionnelle à mon corps, légère. Tout sur la vivacité, tout sur le végétal, et un petit kick de pimenté, quoi. Et donc, les gens sont surpris. Mais maintenant, au bout de 3 ans, ça met du temps, trop de temps pour moi. Je suis plus dans le côté spontané, mais c'est comme ça la restauration. Pendant 1 an, ils sont passés devant. Jamais on ira manger à super gros. Parce que la déco, parce qu'ils lisent même pas la carte, ils regardent pas. Puis un jour, c'est le rush, il n'y a plus de place nulle part. Bon, on va aller chez l'autre con. Ah non, on va aller chez super gros. Et ils ont adoré. Et maintenant, ils viennent tout le temps. Ils ont passé le pas, mais j'aurais jamais pensé qu'une décoration pouvait desservir autant un restaurant. Alors que pour moi, c'était justement un truc qui était différent. Du côté de vos employés, est-ce que vous vous considérez comme un bon manager? Bon, non, c'est compliqué. C'est quoi le principal challenge d'un manager? C'est de fédérer les équipes. C'est très sensible. C'est-à-dire que quand même, ça reste dans un rapport patron-employé. Je le déplore, mais les employés restent dans un esprit employé. Et je suis des fois étonné de ce qu'ils disent. Ah, avec toi, c'est compliqué, machin et tout. J'ai pas du tout l'impression, moi, que c'est compliqué, mais ça l'est pour eux. Donc, par rapport au 1er avril 2023 où j'ai ouvert et maintenant, j'ai une autre attitude dans la façon, entre guillemets, de manager. Puis c'est quand même, comme je disais, un truc un peu familial. Mais le monde de l'emploi est très compliqué. Les gens sont très sensibles. C'est pas une évidence. Mais ça se fait et j'ai appris donc à mes dépens, avec la première année, à dire non, là, ça va pas le faire. On prend pas les gens et puis voilà, maintenant. Alors ça gueule, ça rigole beaucoup quand même, majoritairement. Et puis on fédère, on fait des repas, on boit des coups, sans alcool bien évidemment, à boire avec modération. Je sais pas faire en fait. Manager, je sais pas faire. C'est mon management à moi, avec les gens qui sont en face de moi, qui acceptent de travailler avec moi. Il y a des gens qui pourraient pas, absolument pas travailler avec moi parce que ça leur va pas. Mais ceux que j'ai, ont envie en tout cas de travailler avec moi. Est-ce que vous avez la sensation que, même si vous étiez dans un autre secteur à l'époque, qu'il y a eu un avant-après Covid justement par rapport aux employés? Évidemment. Ouais. Évidemment. Les gens, étonnamment, ont pris conscience qu'ils avaient une vie. Alors qu'au moment du Covid, c'était pas le cas. Moi, franchement, le Covid, c'était compliqué parce qu'au niveau social, on ne pouvait pas trop se mélanger. Mais c'était une période agréable, que le monde s'arrête. Et le monde entier s'arrêtait. Donc il y avait une espèce de tranquillité qu'il n'y a plus maintenant, où on est tout le temps dans le speed et tout ça. Alors c'était un peu compliqué parce qu'on ne pouvait pas voir les autres, mais on y arrivait quand même. On arrivait à faire des choses. Mais c'était une période, entre guillemets, assez agréable. Et les gens ont pris conscience que le travail, c'était pas tout, et que le travail dans la restauration est plus compliqué qu'un autre, où c'est pas du lundi au vendredi, 8 heures par jour, et le soir on est tranquille. C'est, les week-ends, le soir, les vacances, les jours fériés. Et ils se sont dit, pour moi, ça ne m'intéresse plus. Enfin, il y a d'autres choses à faire. En plus, c'était pas payé. Donc, oui, il y a eu une transformation évidente. Et puis, même d'autres choses, d'autres événements, la guerre en Ukraine, qui est tout compliqué. Ça, c'est plus par rapport aux clients, le pouvoir d'achat et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il faut se remettre en cause assez régulièrement. Et donc, ceux qui restent en restauration, c'est qui? C'est les passionnés de la bonne nourriture? C'est les vrais mazos. C'est les vrais mazos. Non, c'est ceux qui restent, oui, il faut vraiment avoir l'envie. Oui. Et c'est étonnant quand même, les gens qui ont envie de changer, ils disent « Ah, j'ouvrirais bien un restaurant », qui, à mon avis, est une erreur absolue, parce que ça ne se fait pas comme ça et ça ne s'improvise pas, surtout si on n'est pas dans la restauration. Moi, j'ai la chance d'être cuisinier. Et donc, quand il y a un cuisinier qui part, je peux le remplacer. Mais autrement, si vous ne l'êtes pas, votre cuisinier, soit ça change, soit vous recrutez quelqu'un qui n'est pas bon, et voilà, ça m'angoisserait vraiment. Donc ça, je peux remplacer, à la rigueur, je peux, entre guillemets, tout faire, je suis très fort. Et les gens, ils disent, ah ouais, tiens, je vais changer de vie, je vais me reconvertir et je vais faire de la restauration. Il y a une envie de dire,
et on y voit un côté festif. Bon, ça déchante un peu. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. L'envie de faire des horaires décalés et de faire plaisir aux gens. Et ce serait quoi, vous, vos projets pour la suite? Où est-ce que vous vous imaginez dans 5-10 ans? Est-ce que ce serait au même endroit? Est-ce que ce serait créer des franchises? Est-ce que ça ressemblerait à quoi? J'ai pas l'idée pour l'instant de savoir ce que je peux faire. Pour moi, si. En tout cas, de ce que je conseille à tous les gens qui viennent me voir en disant « je vais ouvrir un restaurant », très peu d'investissement. Que c'est dire que si ça marche pas trop, on n'est pas là pris à la gorge à dire « faut que je rembourse absolument ». C'est prêt et donc on fait n'importe quoi et on est sous tension. Un truc à échelle humaine, c'est-à-dire que là, moi, j'ai 170 places. C'est mon côté cantine et ogre qui a fait ça, mais 20 places, tranquille, peu d'investissement. L'idéal, c'est on prend un lieu comme on prend un appartement. Voilà, il y a un local qui s'est libéré, paf, on le prend, on paye juste le loyer et c'est terminé. On l'aménage à moindre coût. Et on y fait 20 couverts et on ouvre quand on veut. On n'a pas envie d'ouvrir, on n'ouvre pas. Et je pense que c'est un truc plus humain. De prendre des énormes choses, c'est possible, mais avec une assise financière importante, des groupes qui peuvent faire ça. Et là, ça peut être sympathique, parce que pour ceux qui ont l'envie et qui ont la passion de nourrir les gens et de faire bon, c'est intéressant. Ça reste toujours. Moi, c'est vraiment le truc qui me tient. Mais avec les banques, avec les clients, avec maintenant les notations Google ou TripAdvisor, heureusement que j'ai envie de faire à manger et que j'ai toujours la passion de faire à manger, de trouver des recettes, de trouver des produits. Et autrement, ce serait mort, ce serait catastrophique. Et un conseil pour les personnes qui se lancent justement en restauration et qui ont du mal à recruter et fidéliser? Vous trouverez. Ça prend du temps, c'est compliqué, il y a des tensions. Mais au bout d'un moment, vous avez une image et les gens viennent à vous. Le fait de chercher, je ne crois pas, bon, après, c'est peut-être idyllique, et puis j'ai pas une équipe de 20 personnes à trouver non plus. Donc voilà, une dizaine, c'est assez facile. Et puis j'avais des relations avant, j'avais des connaissances avant, donc ça m'aide bien évidemment. Mais pas chercher à mettre, je sais pas quoi, à France Travail ou sur Instagram, rechercher. J'y crois pas trop. J'ai jamais fait. Ma femme me dit ouais, vas-y, mets un truc sur Instagram quand je cherchais du monde. J'y crois pas. Ça vient à un moment, ça doit venir. Enfin, je crois fortement à ma bonne étoile, peut-être connement, hein, mais en tout cas, ça a fonctionné jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous allez à un moment sûrement chier parce qu'il n'y a pas la personne qui va ou la personne est partie et vous devez compenser. Mais à un moment, ça se stabilise. Et là, je vois, au bout de 3 ans, ça se fait assez naturellement qu'on trouve les gens et qui sont prêts aussi, qui voient votre fonctionnement. Et chaque fonctionnement est différent. Moi, je leur dis, toute heure travaillée et payée, et même avec heures supplémentaires. Donc, ça fait des bons salaires au final. Mais voilà, je pense que ça, c'est la base. C'est-à-dire d'être reconnu au moins financièrement par le travail qu'on exécute. Super, merci Anthony. Mais de rien, Julie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Combo Gagnant. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. À bientôt.